Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce live. On va parler du coup d'accessibilité numérique, hein. C'est un webinaire dédié à notre partenaire, l'association Valentin AI, euh, pour discuter ensemble d'accessibilité, découvrir aussi quelle est cette association et quels sont ses enjeux et à quoi elle peut, enfin, quel service elle peut bien rendre à ses bénéficiaires. Et voilà, nous, on est donc de notre panique, on organise ce webinaire pour promouvoir l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, on est partenaire de l'association Valentin AI pour nos formations immersives. Nos formations immersives, c'est des formations réalisées en présentiel, pendant lesquelles on va favoriser des échanges d'humain à humain. On va essayer de faire se rencontrer les gens. Et donc, on a une de nos formations immersives qui est sur l'accessibilité numérique et dans laquelle on fait intervenir l'AVH pour faire rencontrer les personnes conformes avec des personnes déficientes visuelles et des professionnels de la déficience visuelle, donc des professionnels de l'association Valentin AI. Euh, donc aujourd'hui, on est dans le cadre de ce webinaire pour essayer de présenter l'association un peu plus largement et puis pouvoir aussi échanger tout simplement. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les mettre bien sûr sur Twitch, dans le chat, et on les transmettra à Najib qui pourra nous répondre tranquillement. Sinon, le but du jeu, ça va être que Najib maîtrise les slides et la présentation. Il va peut-être pouvoir aussi se présenter avant. Et parmi nous aussi, il y a Laetitia qui nous accompagne en tant que speakers de la communauté de notre panique. Et on va tous les deux animer ça ensemble. Voilà pour cette formation. Pour le Sachez que, chez Donut Panic, on va ouvrir une formation immersive sur l'accessibilité numérique, à tous. N'importe qui pourra y accéder, et nous l'ouvrirons pour les dates du 16 et du 17 mai, 2024. Voilà, donc ce sera la prochaine session. Si ça vous intéresse de venir participer et du coup, rencontrer l'AVH aussi dans cette formation immersive, ce sera avec plaisir. Voilà, donc pour la petite intro, est-ce que Laetitia, tu veux nous dire quelques mots avant que Najib puisse se présenter? Merci Quentin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je m'appelle Laetitia. Je suis speaker dans la communauté de Note Panique depuis 3-4 ans maintenant. Avec Pierre et Quentin, on a fait quelques podcasts si vous voulez les réécouter sur des sujets assez larges. Voilà. Globalement, je vais laisser la parole à Najib. Merci Laetitia, merci Quentin, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci en tout cas de nous laisser la possibilité de parler un peu de l'association Valentin Oui, du CFRP, donc c'est la partie formation, et du handicap visuel. Alors, qui je suis en quelques mots? Donc, moi, je suis Najib Lamjaj, je suis responsable du service médico-social et réadaptation professionnelle au sein du centre de formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je travaille donc dans l'association Valentin Oui qui s'occupe des malvoyants et non-voyants. Et dans cette association, c'est assez important. Il y a 500 salariés et à côté, il y a 8 établissements, dont un qui s'occupe de la formation, donc nous, avec environ 70 salariés. Et nous, on s'occupe de former les personnes handicapées visuelles et d'aider les gens qui sont déjà en emploi. Donc, on a deux actions principales. L'action de soutenir ceux qui viennent faire des études chez nous, donc, et puis l'action de soutenir ceux qui sont en maintien à l'emploi ou dans des parcours vers l'emploi et la formation. Donc, on va agir en local dans nos locaux qui sont situés à Paris 7e arrondissement et on va aussi agir sur les lieux de l'emploi. Donc, on va les soutenir à déficients visuels qui sont en poste, ou soit en parcours, en reconversion professionnelle ou en évolution professionnelle, à toutes ces situations qui demandent un aménagement de poste de travail, une réflexion sur l'aménagement, sur la situation visuelle, etc. Donc sinon, en deux mots qui suis, donc moi je suis non-voyant, donc je suis totalement aveugle. En gros, j'ai perdu la vue à 8 ans donc quand j'étais enfant. Avant, j'étais malvoyant, donc j'ai connu la perte de vision qui met à un jeune âge, qui a des impacts complètement différents, évidemment, que si on la perd à 40 ou 50 ou 60 ans. Ensuite, j'ai fait des études de droit des affaires, j'étais entrepreneur pendant des années, dans la musique, dans l'informatique, ensuite l'informatique adaptée, et j'ai intégré le centre de formation d'abord pour créer des nouvelles formations et pour évoluer le parcours des formations, pour faire évoluer le parcours de formation.
Et depuis 2021, je suis responsable de l'accompagnement, donc qu'on appelle dans le langage médico-social, responsable médico-social. Voilà. Donc, alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, moi, surtout sentez-vous libre et absolument autorisé à faire toute intervention, question, même pendant l'intervention. Au contraire, ça m'évite de parler tout le long. C'est très bien. Donc, sentez-vous à l'aise. Ça Donc, marche, OK. On te transmettra les questions, qui arriveront sur Twitch et puis nous aussi on posera des questions, de temps en temps. N'hésite pas à nous dire, toi, à faire aussi des petites pauses et à nous dire quand c'est le moment de te poser la question sans t'interrompre. ok, moi, il y a vraiment aucun problème. Donc, est-ce que Quentin, on y va, du coup? Yes, On continue allons-y. à avancer? Allons-y. Alors, donc, vous avez vu, donc, je vous ai dit, donc, l'association Valentin Aoui, c'est, avant de parler typiquement du centre de formation, c'est 120 comités, donc, sur toute la France, 8 établissements. 8 établissements, donc, il y a des entreprises adaptées. Des entreprises adaptées, c'est des entreprises de droit commun, par contre, qui bénéficient de subventions et de certaines dérogations, mais qui ont la contrainte d'embaucher plus de la moitié de leur effectif en situation de handicap. Donc, on a des entreprises adaptées dans le secteur de la réparation vélo, du postage, de la prise de notes. Et puis, alors, la VH a aussi des ESAT. Alors, un ESAT, là, c'est un service, un établissement, si vous voulez, c'est du social tout en étant travail, pour vous expliquer. Donc là, en fait, il y a des notifications qui sont transmises et qui permettent à des gens handicapés, tout handicap, on ne pas spécialisé déficients visuels, mais nous, on est spécialisé déficients visuels, qui vont permettre de leur donner un cadre de travail. Donc, ils vont avoir une assurance d'un revenu, d'ailleurs qu'on n'appelle pas vraiment un revenu, c'est pas un salaire, c'est une pension, on peut dire, en échange d'un travail, mais très encadré, avec un cadre médico-social pour permettre aux gens de développer leurs compétences et d'essayer d'aller vers le milieu ordinaire. C'est quand même l'objectif. Tous ne peuvent pas, mais en tout cas, c'est l'objectif. Donc, vous avez des entreprises adaptées, des ESAT, vous avez une médiathèque, vous avez un service de lecture de livres, vous avez un service d'accessibilité et vous avez notre centre de formation qui est situé 5 rue du Roc à Paris et pour qui moi je travaille, même si je suis évidemment en lien avec les autres centres, les autres établissements de la VH ou de l'association. Et c'est un centre où il y a 170 places de formation sur différents programmes de formation. Donc nous, on accueille exclusivement des personnes malvoyantes et non-voyantes. Donc c'est notre critère un petit peu. Et après, ça va être des formations adaptées qui vont, euh, qui vont permettre de développer des formations et qualifiantes. Toutes nos formations sont qualifiantes et dans un cadre d'adaptation, d'intégration, d'adaptation et de sensibilisation, bien sûr, permanente au handicap, aussi bien des salariés qui travaillent ici et évidemment des étudiants. Pourquoi? Parce que les personnes qui rentrent ici, en fait, elles sont là parce que soit elles ont eu un parcours de déficience visuelle depuis leur naissance, soit elles ont eu malheureusement un accident, ce qui peut arriver, donc qui a causé leur déficience visuelle, ou bien qui ont eu une évolution de leur capacité visuelle suite à une pathologie. Alors, les cursus sont un peu plus longs que la moyenne parce que l'enseignement est un peu spécialisé. Les enseignants sont évidemment sensibilisés et sensibilisés. Et puis, on travaille aussi avec des experts de la déficience visuelle. D'ailleurs, c'est mon équipe, c'est l'équipe médico-sociale, qui est composée de quoi? C'est important. Pour accompagner les déficients visuels, vous avez des spécialistes de plusieurs types euh, d'accompagnement. Vous avez des psychologues, évidemment, qui vont permettre d'accompagner la personne déficiente visuelle sur l'acceptation du handicap, l'évolution, euh, le, le développement de la personne, travailler sur le déni, etc. Donc des sujets qui sont malheureusement souvent rencontrés quand on devient surtout déficient visuel. On a des spécialistes de l'autonomie qui vont aider les personnes déficientes visuelles à développer leurs capacités en autonomie sur les déplacements, sur la vie quotidienne, comment je me sers de l'eau, comment je mange. Mais alors, ça, nous, ça reste quand même
anecdotique. Notre champ principal d'intervention, c'est le professionnel. Donc, ça va être sur les outils, les déplacements, parce que ça, on en a besoin. Et par exemple, le déplacement en cantine, par exemple, ça peut être une piste. On a des chargés d'insertion, donc des gens qui sont spécialisés dans l'insertion professionnelle. On a également des ergonomes pour les aménagements de poste, des formateurs spécialisés sur les outils numériques. Vous allez voir, c'est le gros enjeu sur lequel on va revenir. On a aussi une assistance sociale, parce qu'il y a une problématique sociale souvent, malheureusement, parallèle à l'évolution des capacités visuelles, une perte d'emploi, situation familiale en mouvement, voilà, etc. Et puis, on a également des orthoptistes basse vision. Ça, c'est très important. Les orthoptistes basse vision, c'est des orthoptistes qui permettent de travailler les capacités visuelles. Déjà, elles vont faire un bilan visuel pour savoir qu'est-ce qu'on voit moins, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et ensuite, donner des préconisations et des conseils sur les stratégies visuelles à utiliser pour essayer de conserver la vue. J'y reviendrai plus tard. Et puis, on a des opticiens basse vision et des spécialistes du matériel. Voilà. Donc, nous, donc, c'est le centre, le CFRP, dans l'association. Et vous voyez là, je vous affiche, donc je vais vous afficher la liste des formations. Non, je les ai déjà passées, donc je reviens dessus. Donc, kinésithérapie. Kiné, c'est une formation qui se fait en 6 ans. Adaptation, c'est pour les gens qui viennent de découvrir leur déficience visuelle. Mécanicien cycle pour la réparation de vélo. Informatique pour l'assistance informatique, le réseau. Secrétaire assistant pour la partie administrative. Praticien bien-être pour les massages de confort. Voilà un petit peu la liste des formations qu'on a. Et c'est ce qui permet d'avoir 170 étudiants entre la kiné, l'informatique, le vélo, l'administratif et le bien-être. Voilà. Et comme je vous ai dit, parallèlement, on mène une action d'accompagnement à l'extérieur pour aider les personnes en emploi ou bien en parcours vers l'emploi qui ont des besoins sur des aménagements de poste, des sensibilisations des équipes, sur toute situation visuelle. Voilà. Alors, la déficience visuelle. Donc, je vais aborder maintenant qu'est-ce qu'on entend par déficience visuelle, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, 2 critères pour définir la déficience visuelle, l'acuité visuelle et le champ visuel. Donc, l'acuité visuelle, c'est simple, c'est qu'est-ce qu'on voit à une distance définie. Donc, c'est ce qu'on entend quand on dit 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, c'est l'acuité. Donc, c'est qu'est-ce que je peux voir sur une distance donnée. Le champ visuel, c'est quelle est la surface de vision. Donc ça, c'est important parce qu'on peut avoir une bonne acuité visuelle, mais un champ de visuel restreint. Et alors là, c'est problématique parce que vous comprenez que du coup, on va voir sur une surface vraiment réduite. Donc ça veut dire que ça va induire beaucoup de gestes, de mouvements de tête. Et contrairement à ce qu'on dit, donc là, on dit toujours oui, bah, comme il ne voit pas bien, je vais lui mettre un grand écran. Bah, typiquement, pour quelqu'un qui a un champ visuel restreint, ça n'est pas pertinent. Parce que lui, il va plutôt être à l'aise sur un écran réduit. Ça l'empêchera de déplacer trop sa tête, etc. Donc de se fatiguer. Voilà. Donc là, vous voyez, je vous présente là un exemple de champ visuel. Donc vous voyez la zone en fait qui va être bloquée ou la zone qui va permettre de voir. Donc elle peut être vraiment réduite, elle peut être sur le côté ou en centrale. Et là, vous voyez là sur la photo ici une zone noire qui définit justement ce qui est caché. Donc vous voyez que là, la zone est restreinte. Donc ça, c'est la problématique du champ visuel. Alors vous voyez ici que des personnes, voilà, différence entre malvoyants et aveugles. Et la frontière entre la cécité et la malvoyance, qui se situe à 1/20. C'est-à-dire qu'à 1/20, finalement, on voit très peu. On a une perception de la lumière, des ombres, on voit un petit peu, mais c'est très réduit. Donc, on dit qu'en dessous d'1/20, on est considéré en situation de cécité. Finalement, et vous allez voir qu'il y a plusieurs cécités pour distinguer l'aveugle complet comme moi, ou bien la personne qui a un petit reste. Donc là, vous voyez les 5 catégories qui sont définies
par l'OMS, donc la déficience visuelle moyenne. Alors, vous voyez, hein, là, on vient, le champ visuel de moins de 20 degrés, bah, vous comprenez que c'est très, très, très restreint. Hein, voilà. Et là, 4, 5, 4 dixièmes, ça reste un reste visuel intéressant. Mais vous voyez qu'il y a un champ visuel qui est restreint. Euh, donc là, on a la déficience visuelle sévère. Et, et puis ensuite, on a la déficience visuelle profonde. Voilà, on est plein de mots. Donc là, vous voyez, c'est 1/20 jusqu'à 1/50 et supérieur encore. Hein, on est supérieur. Et là, en pratique, ouais, le sujet contre les 2 mètres, ça vous permet d'avoir une idée un peu de ce que vous pouvez voir. Et puis, on a la cécité presque totale et moins d'1/50. Et puis, la cécité totale absolue. Et donc là, vous voyez, pas de perception lumineuse, pas de. Et là, on est en dessous d'1/20. Voilà, pour les catégories, la déficience visuelle. Alors, attention, il y a d'autres paramètres qui vont être étudiés, notamment lors des bilans visuels qu'ont fait les orthoptistes, pour aider et définir vraiment la situation visuelle de la personne. La qualité de la vision des couleurs et des personnes. Oui, qui je peux voir? Est-ce que je peux voir son visage? À combien de distance? C'est un critère qu'on utilise. La qualité de la vision des couleurs. Eh oui, très important. Il y a des gens qui n'arrivent plus à voir les couleurs et malgré leur reste visuel. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a des déficients visuels, beaucoup des malvoyants vont utiliser ce qu'on appelle les contrastes. Et on va même inverser des contrastes. Donc on va souvent passer par exemple d'une écriture blanche sur fond noir. Ça, c'est important parce que ben, c'est ce qui induit aussi la demande d'accessibilité et la demande de faire des contrastes. Vous savez, souvent dans les bâtiments, on dit ah bah, pensez aux déficients visuels, pensez aux malvoyants, faites des contrastes sur les angles, sur les marches, etc. Ben, ça vient de cette difficulté à percevoir les couleurs. Donc, et pareil, donc les reliefs, c'est pareil. Le relief, les distances, la couleur. Les reliefs, c'est notamment pratique et important sur les marches. On a des gens qui ont un reste visuel, qui peuvent utiliser, ils sont même capables de voir certaines choses, des documents, mais par contre, ils ne vont pas voir les reliefs. Donc ça, c'est important. Donc l'intensité lumineuse, très important. La luminosité, la gestion de la luminosité. On a des déficients visuels qui ont besoin de lumière, donc on va augmenter la luminosité, et certains qui sont photophobes et en grande difficulté quand les lumières sont fortes. Donc pareil, la luminosité est un autre critère pour les personnes malvoyantes. Là, vous percevez là en ces quelques mots déjà que les personnes, finalement, il est plus complexe d'accompagner quelqu'un qui est malvoyant que quelqu'un qui est complètement aveugle. Plus complexe, je m'entends, c'est-à-dire que c'est protéiforme, il y a plusieurs formes de malvoyance, alors que la non-voyance, bah, elle est simple, hein, c'est voilà, une cécité complète, absolue, comme on a vu tout à l'heure. Alors que la malvoyance, bah, il y a plein de choses. Il y a quelqu'un qui peut voir loin, mais sur une petite surface, sur les côtés et pas au centre, qui peut voir un petit peu, mais qui a un champ visuel correct, donc il voit bien large, avec une surface large, etc. Donc chaque personne a sa situation. Alors, très important, au-delà de la pathologie, vous avez aussi les capacités de la visuelle perçue, c'est-à-dire que, et là on voit la différence entre quelqu'un qui a entraîné sa vision et quelqu'un qui n'a pas entraîné sa vision. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les orthoptistes dont je parlais tout à l'heure, en fait, vont permettre aux malvoyants de travailler leur vision. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une grande différence entre les personnes qui ont travaillé leur capacité visuelle et qui sont capables du coup de voir, d'utiliser au maximum leur potentiel, et celles qui ne l'utilisent pas beaucoup ou peu, ou trop peu. Et celles-ci vont petit à petit moins bien l'utiliser. C'est ce qu'on appelle la vision fonctionnelle. Et ça, avec des mêmes critères, c'est-à-dire deux personnes qui voient 2/10 avec un champ visuel de 40%, et ben vous allez avoir des résultats au quotidien complètement différents. Donc, on a des malvoyants assez impressionnants qui ont un petit champ visuel avec une petite acuité visuelle, et malgré cela, elles arrivent à utiliser au maximum leur potentiel et font des choses incroyables. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire même quand on est malvoyant, il faut continuer à utiliser sa vision. Il faut trouver l'équilibre hein, entre l'entraîner et l'utiliser, et bien sûr, ne pas gâcher son capital visuel. C'est très important.
parce que aussi, il faut aller à la limite, c'est-à-dire que si on l'entame parce qu'on force, on va dégrader son capital visuel et ça, ce n'est pas bon, évidemment. Donc, faut trouver l'équilibre entre je l'utilise, je m'exerce tout le temps, au quotidien, mais je ne pousse pas au-delà de mes capacités pour pas aller entamer mon capital. Et quand je commence à fatiguer, bah, je m'arrête. Donc là, il faut gérer le sujet de la fatigue visuelle. C'est très important, c'est aussi un point important. Alors là, vous voyez une zone noire qui permet de cacher voilà, une capacité visuelle périphérique ou centrale. Donc là, je pense que c'est assez clair. Voilà, et des fois, on a atteint au milieu et sur les côtés. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui peuvent voir sur les côtés, mais pas au centre, et réciproquement, sur le centre, mais pas sur les côtés, ou un peu des deux. Mais vous voyez que c'est pas évident. Imagine une personne, bah, vous voyez sur l'image là, donc vous êtes sans cesse en train de calibrer votre vision pour même tourner votre tête ou votre regard pour essayer de voir ce qu'il y a par rapport à vos capacités visuelles. Donc, le vécu du handicap, c'est aussi important hein, par rapport à comment on vit le handicap. On en a parlé un petit peu au départ, de le travail des psychologues. Euh, tout ce qui est déni, hein, parce que c'est pas facile hein, de perdre la vue, c'est pas évident d'avoir une évolution, il faut l'accepter, il faut en parler à l'entourage, faut se faire reconnaître, etc. Donc là, vous voyez, hein, donc l'environnement est important, évidemment, environnement familial, professionnel, ses besoins personnels, son état physiologique, donc c'est ce que je vous exposais tout à l'heure au niveau de la fatigue, et l'état psychologique notamment. Parce que quand on perd de la vision, ça induit des conséquences sur notre quotidien, donc ça peut et ça pèse souvent énormément sur le moral des personnes. Donc il faut en tenir compte, heu et c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Donc et puis il faut mettre des modalités de compensation en place, c'est-à-dire est-ce que: «Ah non, j'ai tellement pas envie d'être déficient visuel, bah, même si c'est là, dans ce cas-là, je vais me cacher, je vais pas en parler, je vais pas le montrer» et donc là, ça va être difficile pour la personne, malvoyante parce qu'en fait, elle, souffrir elle va être un peu seule, hein, face à cette difficulté et en même temps, elle sera pas comprise par l'extérieur. Donc c'est là, on arrive à des situations, notamment en emploi, difficiles. Donc ça, c'est un sujet important. Donc, autre chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence entre un déficient visuel, alors malvoyant ou non-voyant, et une personne qui a une capacité visuelle classique, ordinaire, c'est en fait l'adaptation. C'est-à-dire que pour les personnes qui voient, qui écoutent aujourd'hui et qui sont avec nous correctement, vous avez d'abord une vue globale et ensuite vous allez chercher le détail. Une personne malvoyante ou non-voyante va fonctionner de la même façon. Elle va devoir faire du point par point, tout analyser et ensuite elle se fera une image complète de ce qu'il y a et elle recherchera ce qui l'intéresse. Donc vous comprenez que on va être plus lent sur la prise en compte, notamment de nouveaux écrans ou de nouveaux espaces ou de nouvelles pièces, etc. Typiquement, sur un écran d'ordinateur, vous avez une fenêtre qui est affichée, vous avez une vue globale et puis vous cherchez ce qui vous intéresse. Nous, on est obligé de faire le tour de toute la fenêtre pour savoir un peu tout ce qu'il y a. Et là, une fois qu'on a tout ce qu'il y a, on a toutes les informations, on va dire, ben, je vais sélectionner, je vais choisir ça. Là, on va perdre, vous comprenez qu'on va perdre du temps au départ. Une fois qu'on est habitué, qu'on connaît, bon, ça va. D'où l'intérêt de l'accessibilité pour la découverte des fenêtres. Voilà. Euh, Donc là, on a une image qui illustre un peu la vision, ce que peut voir un malvoyant. Donc c'est le manque d'acuité ici que vous voyez, ce qui permet de comprendre. Ouais. Là, ça va être un peu des solutions on est au début des commencements de solutions. Donc là, première possibilité de mettre en gras des caractères pour mieux les identifier à l'écran et mieux les percevoir. Là, c'est tout l'aspect luminosité. Euh, Donc là, on voit une forte luminosité qu'on va activer euh, pour illustrer un peu ce que peut faire aussi une personne malvoyante qui a besoin de luminosité. Nous en avons. Et là, on revient sur l'acuité visuelle avec
la difficulté du contraste, hein. Vous avez donc beaucoup de personnes malvoyantes qui vont donc choisir de passer en inverse vidéo, fonctionnalité disponible sous Windows, qui vont donc écrire en blanc sur fond noir. Donc, parce qu'en fait, ce contraste, et d'ailleurs, on dit, hein, les personnes malvoyantes sont vraiment à l'aise dans les contrastes entre le noir et le blanc. Et donc là, en général, elles ont plus de facilité sur une écriture blanche sur fond noir, et c'est pour ça qu'on appelle contraste inversé. C'est quelque chose qu'on a beaucoup, des demandes qu'on a beaucoup dans les aménagements de postes de travail, dans les écrans, etc. C'est très fréquent. Alors, là, c'est juste des liens pour montrer un peu sur YouTube. On va laisser des vidéos. Donc, ça, je passe. Alors, les outils de compensation, la déficience visuelle. Alors, je vais faire une petite introduction. Alors, effectivement, quand on est déficient visuel, il y a des moyens et des outils de compensation. Les problèmes des déficients visuels, c'est quoi? Très rapidement, après on ira plus sur l'informatique. Donc c'est les déplacements. C'est valable d'ailleurs pour beaucoup de personnes en situation de handicap, mais pour les déficients visuels, on a les déplacements. La mobilité, c'est un problème. Marcher droit, en sécurité, traverser en sécurité, prendre les transports, lire les panneaux d'affichage dans les stations, c'est toute la problématique. Donc ça veut dire que c'est un apprentissage. Pour devenir autonome, quand on est malvoyant, alors quand on est malvoyant, qu'est-ce qu'on a comme problématique? Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de luminosité, je vous ai parlé, avant de parler des aveugles, hein, mais on parlait de luminosité, de fatigue, de relief, etc. Donc, quelqu'un qui est malvoyant, se déplacer sur un trottoir en temps de nuit, en allant droit, en faisant attention au trottoir, bah, toutes ces questions-là, elles se posent. Comment il va faire? Traverser droit, alors par exemple, il n'arrive plus à percevoir les couleurs, le vert et le rouge, bah, c'est dur pour lui de faire la différence, vous voyez la complexité. Pour la personne aveugle, bon, bah là, on comprend tout de suite. Évidemment, s'il n'a pas de canne, il ne peut pas se déplacer. Quel est le problème? Bah, ça veut dire la canne, c'est un objet supplémentaire. Comment je vais l'accepter? Et pourquoi j'ai une canne? Et les autres, comment vont-ils me voir? Donc, voilà, c'est toutes ces questions qui se posent. Et là, il y a un gros travail sur l'autonomie dans les déplacements, mais c'est aussi l'acceptation du handicap. C'est le premier sujet. Les deux sujets qui expliquent pourquoi il y a un taux de chômage important chez les déficients visuels, plus de 50%, c'est les déplacements et le numérique. Le numérique, c'est quoi? C'est l'inaccessibilité. C'est l'inaccessibilité des applications métiers, l'inaccessibilité des sites web. Inaccessibilité, soit parce qu'un malvoyant il a du mal à lire, quoique aujourd'hui on a quand même des outils intéressants sur les navigateurs qui permettent de mettre du contraste, de grossir, etc. Mais voilà, un site mal contrasté avec du violet, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, un site officiel la semaine dernière, du violet sur du orange ou je sais pas, du mauve sur du violet, on va dire par exemple, eh ben, mauve sur du violet, bon courage. Enfin, pour quelqu'un qui ne voit pas bien le bleu et le vert, ça va être compliqué. Donc, je pense que certains doivent se dire, mais il est en délire, là, il est parti en mode couleur, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'explique. Moi, comme j'ai vu un peu, j'ai la chance d'avoir vu. Donc, je me souviens des couleurs. Ça date, hein, c'est parce que on commence à plus être très jeune, mais je me souviens de l'idée en tout cas de ce que c'est. Donc je sais très bien que le violet, le mauve et le rose, c'est pas trop loin, et que par contre, voilà, le rouge et puis le vert, c'est complètement différent. Quelqu'un qui est aveugle, parlons un peu des aveugles, parce que finalement on n'a pas beaucoup parlé, quelqu'un qui est aveugle né, donc ça c'est quelqu'un qui est né aveugle, lui, évidemment, il ne connaît pas les couleurs, donc surtout ne lui parlez pas du violet ou du mauve, ça ne lui dira rien du tout. Et quand on dit rien voir, c'est pas voir noir, hein, je réponds tout ça à la question. Non, rien voir, c'est ne rien voir. C'est comme vous n'entendez rien, je sais pas, dans une grotte, vous êtes tout seul, là, vous ne voyez rien du tout. Mais en fait, tant qu'on n'a pas identifié le noir, on ne sait pas ce que c'est. Donc voilà, petite précision. Donc, déplacement, outil numérique. Donc face à ça, ben, en déplacement, on va utiliser des cannes blanches, jaunes, etc. Et pour l'outil numérique, on va utiliser plein de choses dont je vais revenir après, parce que ça fait l'objet de plusieurs diapos. Juste Najib, Alors, est-ce que je peux te oui, poser une question? bien Tu as sûr, tout à bien l'heure sûr. dit une statistique que j'ai loupée, tu l'avais déjà évoquée quand on était venu voir là, on était venu visiter l'AVH à Paris, et tu dis 50% des problèmes sont dus au déplacement et 50% à l'inaccessibilité des interfaces métiers. Non, j'ai pas eu Ah la non, stat. alors c'est 50% des personnes en situation de handicap visuel sont au chômage. Donc D'accord, le ouais, taux de c'était ça. personnes, alors
Je vais donner un peu plus de chiffres. Le taux de personnes handicapées au chômage en France, tout handicap confondu, est de 12%. Sur la situation globale, on a 7, je crois, aujourd'hui, 7%. Donc 12% situation de handicap, tout confondu. En déficient visuel, on est à 50%. Donc il est nettement plus élevé. Mmh. On a même, selon l'observatoire de la GFIP qui est sorti, 70% des personnes déficientes visuelles qui ne sont pas en activité. Donc on distingue un peu en âge, alors qu'ils sont en âge de travail. C'est catastrophique. 89% des employeurs ont une appréhension à embaucher une personne déficiente visuelle parce qu'elles ne connaissent pas la nature du handicap visuel et ont une certaine appréhension à trouver des moyens de compensation et de bloquer. Donc, vous voyez que la situation de l'emploi, vraiment, est problématique. C'est vraiment gravissime. Nous, on C'est travaille dessus, hein. 89% des employeurs, Les employeurs ont une appréhension ont à une embaucher appréhension. une personne en situation de handicap visuel. 89%. Chiffre AGFIP 2023. C'est pas moi qui ai inventé là-dessus. Vous pouvez le voir sur l'observatoire de la GFIP, le dernier. Ouais. OK. Eh ben, oui, c'est Donc, édifiant. Je te laisse euh, continuer. ouais, il y a du travail, hein. Donc, sur l'amélioration de l'accessibilité et les outils, il y a des choses que vous connaissez déjà, les lecteurs d'écran, les loupes de Windows. Alors, je distingue rapidement les lecteurs d'écran, qui sont des logiciels qui vont décrire ou qui vont reprendre ce qui est affiché à l'écran par des modalités braille et vocales. On a NVDA qui est gratuit, qui est très bien, JAWS qui est payant, Supernova, etc. Euh, on a des lecteurs d'écran natifs, narrateur sous Windows, TalkBack sous Android, VoiceOver sur iOS ou macOS. Et puis, voilà. Et il y a le logiciel ZoomText, lui, qui est en fait un logiciel de grossissement, comme la loupe de Windows. La loupe de Windows et chez Mac, d'ailleurs, on a le système Zoom aussi, qui sont des services gratuits intégrés au système d'exploitation. Et ZoomText est un logiciel payant qui fait à peu près la même chose, qui a certains avantages sur la gestion des couleurs. Mais là, les loupes de Windows et Mac sont bien. Mac était en avance, Apple était en avance. Aujourd'hui, on peut dire que Apple et Microsoft ont des vrais outils, on va dire des outils raisonnables sur l'accessibilité, c'est-à-dire que les deux ont des outils intéressants et utilisables. Voilà, on va dire ça. Donc ça, c'est pour les lecteurs d'écran, logiciels de grossissement. Il y a d'autres fonctionnalités qui sont intégrées au système d'exploitation. Là, vous avez le réglage de la taille des éléments affichés à l'écran. Vous avez, alors ça c'est une diapo là, qui nous montre, voilà, là, on vous montre en rouge l'endroit où on peut faire le réglage. Donc là, on est à 100%. Si je passe sur la diapo d'apo, on est à 150%, vous voyez la différence. Et puis après, on passe à 175%. Là, vous voyez, en fait, c'est des réglages qu'on fait pour une personne malvoyante. On va régler d'abord les paramètres généraux, ce qu'on appelle les paramètres d'ergonomie sous Windows. Et puis sur Mac, vous allez trouver ça. euh, je crois que accessibilité, ça s'appelle. Je crois que c'est accessibilité. Voilà. Donc, en gros, vous allez régler déjà les paramètres de base avant de faire de l'individuel. Et une fois que vous avez les paramètres de base, qu'il faut régler par rapport à la personne, hein, mais en gros que vous n'avez pas touché tout le temps, après, vous allez ajuster selon les documents, la consultation de tel site ou tel site. Najim, je peux Donc, pas t'interrompre? bien sûr, Il y a une oui. question dans le chat de la part de Antoine qui demande: «Est-ce que tu sens une grande différence dans l'utilisation de ces logiciels?» Oui, alors, oui, oui, on sent une grande. Alors, disons que globalement, les lecteurs d'écran se débrouillent bien sur les fonctionnalités de base du traitement de texte en Word, Excel, quoique Excel, c'est différent dans Word, Internet, et puis la navigation dans le système. Ou alors, la navigation dans le système, c'est parfait, vraiment, on peut faire tous les paramètres, les réglages, ça se fait très bien. Sur Internet, eh ben, si le site est accessible, on va dire que l'ensemble des solutions de compensation se comportent très bien aussi. Donc, on va avoir peu de différence, c'est-à-dire que VoiceOver va être efficace sur Mac, Apple ou iPhone. NVDA et JAWS. Alors, JAWS, c'est le lecteur d'écran payant sous Windows, qui est le plus ancien, qui était le premier, l'historique. Et donc, NVDA et JAWS vont aussi très bien se comporter, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, là où ça va se corser, ça va être sur soit des sites qui ne sont pas accessibles,
Donc là, ça va être, ça dépend. Et puis, sur des fonctionnalités avancées, sur Excel, par exemple, il y a certaines zones où JAWS, qui est le lecteur d'écran payant, va mieux se comporter. Voilà. Et ZoomText, le problème qu'on va avec ZoomText, qui est le logiciel de grossissement qui n'est pas natif, alors que la loupe va marcher tout le temps très bien, et ben ZoomText est très gourmand en ressources et des fois, il nous fait des petits bugs avec certains logiciels métiers, ça arrive, et très gourmand, il est un peu capricieux. Donc ça va être parfois plus difficile. Mais on va dire qu'on aura les plus gros problèmes qu'on a, évidemment, vous allez bien comprendre, c'est les lecteurs d'écran parce que c'est les personnes aveugles. Les personnes malvoyantes qui utilisent les logiciels de grossissement, c'est quand même moins contraignant, c'est-à-dire qu'elles vont, une fois qu'elles ont activé leur paramétrage de vision, elles vont pouvoir aller à peu près partout. Après, il faudra gérer, je reviens il faudra gérer les problèmes de contraste, de lumière et de fatigue. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler 7 heures d'écran. Ils sont malvoyants, ils peuvent travailler 2 heures, 3 heures, etc. Et donc là, pour eux, va se poser la problématique du comment je fais pour finir ma journée. Donc je vais travailler sur du vocal, mais comment je vais partager ma journée? À quelle fonctionnalité je vais mettre du vocal ou du grossissement? C'est la question. Ou du braille, on y reviendra tout à l'heure pour les non-voyants. Donc, je dirais pour les logiciels, quand c'est accessible, tout fonctionne bien. Quand c'est pas accessible, il faut tester. Et par exemple, moi, pour répondre très concrètement, j'utilise 3 lecteurs d'écran, le narrateur de Windows, qui des fois me dépanne je ne sais pas si j'ai envie d'installer un système, c'est le seul qui fonctionne. NVDA gratuit, qui est très bien, au quotidien, qui marche bien, et JAWS qui est payant. Parce qu'il y a certains moments où quand je vais utiliser certaines fonctionnalités, je vais préférer JAWS, qui va mieux, pour moi, mieux fonctionner. D'autres moments, ça sera NVDA qui fonctionnera mieux. Et ça arrive même sur des sites web. Donc, des sites web que je sais que je ne pourrais pas le faire avec JAWS, ça sera avec NVDA. Voilà. Et réciproquement. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question, mais voilà. Oui, Oui, on a un merci de la part d'Antoine. Donc là, vous voyez, c'est les fonctionnalités de grossissement sur Word. Bon, c'est un exemple, vous voyez, pareil, 100%, 150%, 175%. Voilà. Donc là, pareil, navigateur. Alors, les navigateurs web ont aussi bien, ils se sont développés dans la mesure où ils proposent maintenant des fonctions de grossissement, vous les connaissez, zoomer, tout ça, et des fonctions de contraste. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il y a toujours l'accessibilité du site web, que vous soyez sur Google Chrome, Edge, etc. S'il n'est pas accessible, il n'est pas accessible. Voilà, là, c'est le capture sur Firefox. J'avance vite, comme ça, vous voyez un petit peu, là, vous voyez, pareil, navigation sur Internet à 175%, 150 juste avant. Alors, là, c'est les boîtes de dialogue, le grossissement. Voilà, donc là, vous voyez une boîte de dialogue sous Word, un exemple de boîte de dialogue. Et là, le réglage de pointeur à souris. C'est aussi une grande difficulté, un point important pour les déficients visuels. Leur première question, souvent, quand ils arrivent, je suis perdu, je ne retrouve jamais le pointeur de ma souris. Par chance, que ce soit sous Mac ou sous Windows, vous avez des paramètres, vous allez pouvoir régler la taille du pointeur, la couleur du pointeur et la vitesse de déplacement. Donc là, ça c'est intéressant aussi. Mais c'est un problème important, la souris, parce que c'est très facile. Pourquoi? Je vous expliquais tout à l'heure, il faut que je regarde tout l'écran pour voir où se trouve le pointeur de la souris. Ça, c'est pas simple. Donc là, plus on le voit, mieux il est en évidence, mieux c'est. Mais s'il est trop gros et qu'il me cache la moitié de l'écran, c'est pas sympa. Donc là, il faut trouver la bonne taille, le bon réglage, etc. Filtre de couleur. Alors les filtres de couleur, on a déjà pas mal parlé sur les couleurs, hein, donc c'est le fameux contraste souvent. Par exemple, là, on accompagne quelqu'un qui travaille à Mairie de Paris. Eh ben, son besoin, c'est quoi? C'est d'être en écriture, donc en écriture rouge sur fond noir. Vous voyez? C'est là où elle voit le mieux. C'est même pas blanc sur fond noir, c'est rouge sur fond noir. Et là, donc on a mis ZoomText, parce que ZoomText a cet avantage, il gère bien le choix des couleurs. Et ben donc, sa solution, et elle grossit même pas. Son acuité visuelle est correcte, son champ visuel est correct. Par contre, grande problématique des couleurs et de la luminosité. Donc, elle travaille dans une pièce quasiment dans le noir, avec un zoom en rouge sur fond noir.
Vous voyez? Donc ça, c'est très particulier. Donc c'est pour ça c'est toujours du personnalisé. Alors, contrat, on en a pas mal parlé, donc ça, je vais pas y revenir. Donc on peut personnaliser le contraste, mais on en a parlé tout à l'heure. Donc blanc sur fond noir et on l'active, on désactive. Alors la problématique du contraste, quand même, c'est laquelle? Je suis en contraste élevé. J'ai un site où je veux voir tous les produits, mais quelle couleur c'est, je vais acheter un pantalon, est-ce qu'il est blanc, noir, marron, rouge? Et ben, avec le contraste, ça me coupe la couleur. Problématique, comment je fais? J'enlève le contraste, mais j'arrive plus à lire le texte dans les façons convenables. Donc je suis obligé de jongler, et cetera. Il y a des nouvelles solutions il y a un développement un peu des applications qui vont permettre là de gérer le contraste et les couleurs, mais c'est un sujet vraiment compliqué. Donc, par exemple, si vous m'envoyez un document avec une belle présentation avec plein de couleurs, sous Word, PowerPoint, et ben, en contraste, je vais perdre l'accès aux couleurs. Donc, c'est problématique pour valoriser un travail, etc. C'est un sujet sur lequel personne malvoyant doit sans cesse basculer pour voir les couleurs et revenir à une utilisation optimale de l'écran de l'ordinateur. Alors, les raccourcis clavier, très important, parce que la souris, vous avez vu que c'est fatigant, il faut chercher le pointeur, il faut suivre. Eh ben, face à ça, on va utiliser un raccourci clavier. Alors moi, je suis non-voyant, les non-voyants utilisent que des raccourcis clavier. Les malvoyants utilisent partiellement des raccourcis clavier, ça dépend de chacun, mais c'est pratique pour aller plus vite, changer de fenêtre, boîte de dialogue, etc. Et alors là, le bureau de Windows, que vous pouvez voir, bon, voilà. Euh, c'est par là où on commence en général l'apprentissage. C'est pour se situer un peu sur l'écran, etc. C'est la première d'ailleurs zone de difficulté pour les personnes récemment malvoyantes. Ils n'arrivent plus à trouver le bureau ou l'heure sur la barre des tâches ou des choses comme ça. Donc là, on vous illustre un peu les raccourcis clavier, donc des combinaisons. Donc ça veut dire plein de raccourcis à prendre. C'est un vrai travail, mais ça marche bien. Logiciel de grossissement, on en a parlé. Donc la ZoomText, hein, donc la loupe gratuite, Supernova payant aussi, qui est pas mal, mais qu'on utilise un peu moins. Alors, les réglages à loupe, vous pouvez les voir, un grossissement, lecture de texte. On peut sélectionner du texte et le faire lire. Donc, c'est quand même ça, c'est une belle fonctionnalité. Parce que l'idée, c'est aussi pour réduire la fatigue. Vous vous souvenez, il y a la fatigue. Donc, je me fatigue à trouver le texte que je veux lire, mais j'ai pas envie de le lire. Bah, je le sélectionne et je le fais lire. Euh, voilà. Les différents modes de loupe, plein écran, mode ancré, etc. Donc, est-ce que c'est sur une zone de l'écran, tout l'écran? J'avance un peu. Mode avec ancrage, ouais, c'est sur une zone, hein, voilà. Ah, je peux vouloir travailler sur une zone de l'écran, visualiser une zone de l'écran. Lecteur d'écran, je vous en ai pas mal parlé. Donc là, ça gère la synthèse vocale et braille. Le braille, c'est important, j'en parle un petit peu pour les non-voyants ou très malvoyants. Pourquoi le braille? En fait, pour bien travailler, nous on estime qu'il faut deux modalités. Le vocal, c'est simple, ça parle, mais des fois ça parle trop. Et puis, ça évite de se concentrer. Moi, aujourd'hui, je vous fais une présentation. J'ai effectivement des oreillettes, en toute transparence avec vous, où j'entends quand je lui demande, je change de diapo, il me parle, il me dit numéro de la diapo. Vous voyez, par exemple. Il me dit numéro de la diapo, et quand je passe avec les flèches, parce que je me suis mis en mode présentation, j'ai le texte. Mais en même temps, j'ai le braille. En fait, le braille me soulage énormément. Pourquoi? Par exemple, là, il ne parle plus depuis tout à l'heure, donc ça me permet déjà d'être avec vous, de bien me concentrer sur ce que je dis. Mais en même temps, ça me rassure, parce que là, sous mes doigts, à l'instant T, il y a écrit synthèse vocale. Je sais bien que je suis sur la diapo où on parle des lecteurs d'écran et qu'on parle du braille, etc. Donc, je suis un peu comme vous qui faites une présentation sur PowerPoint ou avec vos slides, en fait, où je sais où j'en suis. Alors, je ne suis pas complètement lâché sans parachute. J'ai un petit parachute et mon parachute, c'est le braille. De la même façon, le braille, je vais avoir une conversation avec quelqu'un, ça m'évite de ne pas me concentrer sur le vocal, mais d'être sur le braille et de suivre ce que j'écris. Et d'avoir l'orthographe précis des mots, des orthographes des noms,
les numéros des numéros de téléphone, par exemple. Donc, au quotidien, c'est utile. Donc, vous voyez l'avantage du braille. Donc, soit on a le braille, soit on a l'écran. Donc, on peut aussi être en 80% vocal et un peu d'écran. Avec le reste visuel qu'on a, c'est très efficace aussi. Mais il faut un outil de précision. Donc, soit c'est le braille, soit c'est l'écran. Et parmi, d'ailleurs ces outils-là, quelle est la répartition, de l'utilisation de ces outils-là, Najib? Je pense que la plupart Alors, utilisent la synthèse vocale en priorité peut-être? tout à fait. Parce que en fait, la synthèse vocale est assez accessible. Par contre, ce qui est compliqué quand vous avez quelqu'un qui est récemment malvoyant, il va avoir le réflexe de continuer à vouloir travailler comme avant. Donc, je vais aller sur l'écran, je vais avec la souris et puis, je vais pas écouter le vocal parce que écouter le vocal, c'est une compétence qu'on acquiert petit à petit, c'est difficile. On est habitué à regarder, on n'est pas habitué à écouter. D'où vient la légende? On dit: «Oui, ah bah, vous, quand vous voyez pas, vous entendez mieux». Non, on n'entend pas mieux, on n'entend pas mieux que vous. Par contre, on est plus attentif. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer plus d'informations, avec l'audition. Mais sinon, on n'entend pas mieux. Mais ça, c'est un exercice énorme. Et en fait, pourquoi on passe là-dessus? Pour gagner du temps. La proportion donc de gens qui, vont essayer de forcer sur l'écran, elle est énorme. En fait, on a beaucoup de gens qui vont d'abord et de toute façon, nous, tant que les gens peuvent utiliser leur vue, on l'encourage à ça, c'est important. Comme je vous explique tout à l'heure, il faut continuer à utiliser sa vision. Par contre, il faut adapter les choses pour que ça les mette pas en difficulté. Une fois qu'on ne peut plus ou que ça devient trop difficile, il faut passer au vocal et après garder l'écran pour la précision. Et une fois qu'on peut encore moins, malheureusement, ben là, on va être sur le vocal et puis on va être obligé de remplacer l'écran par le braille. Et ça, c'est un nouvel apprentissage, donc c'est un peu de temps, c'est un exercice pas facile. Et d'autant plus quand on est un peu plus âgé. On est plus souple à l'âge de 15 ans, 20 ans, 10 ans, 25 ans. À 40 ans, bah, c'est plus dur d'apprendre le vocal, de changer de fonctionnement, c'est beaucoup d'efforts. Donc ça, il faut respecter et la personne en a besoin de temps. Mais c'est l'exercice pour basculer. Donc, il faut savoir quand même en France, sur les chiffres de la déficience visuelle, on a quand même environ 1 200 000 malvoyants et à environ 200 000, je crois, déficients visuels profonds. Vous voyez, donc la majorité sont des malvoyants avec une cécité partielle sévère, on va dire. Une cécité sévère, mais pas absolue, pas profonde ni absolue. On va être plutôt là-dessus. Par contre, avec plein de ces protéiformes, comme je vous expliquais, avec plusieurs formes. Mm. Mmh. Donc le braille, vous voyez ce que c'est. Donc c'est une Et logique attends complètement juste pour différente. Vas-y. excuse-moi Najib, mais Pardon. pour, Oui. résumer le en fait, il pour être efficace, si j'ai bien compris, hein, ce que tu nous dis là, pour être efficace, quelqu'un qui est malvoyant ou déficient visuel sévère, il va avoir besoin en fait d'avoir toujours un outil, global au quotidien et d'avoir un outil de précision, supplémentaire? C'est comme ça qu'il va être le plus efficace? C'est ça, c'est une bonne analyse. C'est-à-dire que bah, vous, vous êtes tout visuel. Quelqu'un oui, qui est déficient visuel, il lui faut, en fait, avec le braille tout seul, il va être plutôt lent et puis il va fatiguer. Avec l'écran tout seul, on l'a vu tout à l'heure, pareil, il va se fatiguer, il va forcer. Avec les deux, il va allier le meilleur des deux. C'est-à-dire qu'il va utiliser un document de 30 pages à lire. Bah, pour le malvoyant, bah, au bout de 10 pages, il n'en peut plus. Voilà. Et en braille, c'est trop long, trop lent. On est un peu plus lent. Alors qu'en vocal, il va aller vite, il va être rapide. Il va même reprendre un peu de vitesse. C'est intéressant. Mais par contre, il n'aura pas la précision. Il n'aura pas l'orthographe des noms, des prénoms, les mots. Enfin, voilà, il n'aura pas ça. Alors qu'il l'aura en utilisant l'écran ou le braille en complément. Voilà, exactement. Parce que, ouais, c'est ce qu'on peut dire. D'accord, OK, ça marche. Dans le Et du milieu coup, oui, tu professionnel. disais, heu vas-y, Non, c'est tout. Je disais qu'alors le braille, c'est pas fun, mais c'est, moi j'adore. Donc le braille, c'est complexe parce qu'il y a une discipline mentale à avoir au départ. C'est-à-dire faut comprendre comment c'est quoi? Les brailles, c'est 6 points qui sont disposés de façon différente pour composer des lettres. Donc si j'ai point 1, 2, c'est un B. Si j'ai point 1, 2, 1, 3, 6, c'est un U. Donc il faut avoir cette logique mentale qui prend du temps, mais c'est un jeu, donc si on prend comme un jeu au début, ça va. Et après, c'est le premier problème, donc bien identifier rapidement les lettres.
Donc ça prend un peu de temps, il n'y a pas de mystère. Deuxième problématique, deuxième élément important avec le braille, c'est la vitesse de lecture. Pour prendre la vitesse de lecture, faut lire, 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 lire. Petit à petit, on prend la vitesse. Mais déjà, on n'est pas obligé d'avoir une grande vitesse de lecture pour l'utiliser en outil de complément. Ça peut être un outil juste pour détailler une ligne écran. Alors, très important, le braille numérique, donc vous, quand vous faites vos travaux, ça va être transmis sur des appareils qu'on appelle des plages tactiles braille. Et ben, la plage tactile braille ne travaille que sur une seule ligne, hein. C'est pas tout l'écran. Donc, les plages tactiles braille qui sont vendues, donc les écrans braille qui sont branchés à l'ordinateur, donc ils vont récupérer la ligne du curseur. Je simplifie, on peut évidemment se déplacer dans l'écran avec de ligne à ligne. Mais en gros, par défaut, il va être sur la ligne du curseur. Donc, il va afficher la ligne du curseur. Mais la ligne du curseur, elle fait combien? Une ligne écran, en moyenne, elle fait 65 caractères. Mais comme le braille, c'est gros. Imaginez que pour un livre en braille, pour un livre en écriture ordinaire, en général, c'est x3. L'écriture, on dit pour une page ordinaire, c'est 3 pages braille. Donc, vous imaginez la place, c'est 3 fois plus gros. Donc, vous imaginez la place que ça prend. Eh bien, comme il y a un problème de place et de coût aussi financier pour le moment, en fait, on a pour 65 caractères, on a des lignes de 40. Certains appareils vont jusqu'à 80. Là, aujourd'hui, là, en faisant la présentation, je suis sur un appareil de 80 caractères. Donc là, je suis égalité avec vous. J'ai ligne par ligne. Mais sur la majorité des appareils, on est sur 40. Donc j'ai 2 lignes pour une ligne, si vous voulez, 2 lignes braille pour une ligne écran. Donc je suis quand même sans cesse obligé de faire des flèches haut, flèches bas sur mon appareil pour lire. Voilà, après, évidemment, quand je déplace mes flèches de l'ordinateur, le braille, puisque c'est un paramètre, on lui dit de suivre le focus de l'ordinateur. Le braille va suivre le focus de l'ordinateur. Donc, il va suivre au fur et à mesure, il va se déplacer. Mais j'aurai qu'une seule ligne. Donc, c'est aussi l'autre problématique de visualiser tous les écrans. Pardon. Donc Je en me en permets de excuse-moi Laetitia, juste une toute petite question vas-y. d'approfondissement, à Najib. Donc, la reco pour nous qui designons des écrans et créons du contenu, ce serait d'essayer, d'utiliser des phrases courtes qui feraient en gros 40 caractères, et puis ligne, puis idée par ligne quoi? Enfin, c'est quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu recommanderais toi? C'est bien, c'est vrai que c'est pas mal. Mais façon, de toute façon, que ce soit au vocal ou en braille, finalement, c'est pas mal d'être court. Ça permet d'avoir l'information le plus rapidement possible. Donc ça, c'est bien. Et de toute façon, ça, oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est pas impératif, hein. S'il faut écrire 80 caractères, il faut mettre 80 caractères. Ou 90, il faut faire ce qu'il faut. Mais effectivement, plus c'est court, plus ça sera facile. C'est vrai. Dans l'utilisation, oui, on peut le dire. OK, ça marche, merci. Vas-y Laetitia. On a 3 questions, du coup maintenant 4 questions dans le chat, Najib. Donc les premières sont en rapport avec, le synthétiseur vocal. Une personne demande s'il y a des polices d'écriture que les lecteurs n'arrivent pas à lire. Voilà. Alors, très bonne question. Pour les synthèses vocales, non. Lui, il récupère le texte. Il ignore un peu la police. D'ailleurs, on doit lui demander dans quelle police il est, mais ça, il ignore un peu. Par contre, c'est une bonne question parce qu'il y a des polices spécifiques aux malvoyants qui ont été très adaptées. Alors là, j'ai un trou de mémoire parce que je ne sais plus comment elle s'appelle cette police, mais il y a une police qui a été créée, mais vous tapez un police malvoyant qui est sorti en 2014-2015, je crois. Je ne sais plus si c'est Lucie ou. Désolé, je ne sais plus. En tout cas, il y a une police qui a été spécialement faite pour les personnes malvoyantes et qui plaît beaucoup, qui a un grand succès. Et donc, ça peut vous donner aussi l'idée de ce que c'est une police adaptée. Les synthèses vocales, les moteurs de synthèse vocale, non, il y a pas de problématique. Si le caractère est écrit en texte, s'il le récupère bien. Par contre, il y a plusieurs qualités de synthèse vocale, donc c'est un vrai sujet. On peut choisir des bonnes synthèses, des synthèses moins bonnes, mais de moins bonne qualité, mais moins gourmandes aussi en ressources, etc. Donc, les synthèses vocales sont rajoutées au lecteur d'écran ou au lecteur d'écran. C'est différent, hein. Le lecteur d'écran envoie les informations à la synthèse vocale et au braille. D'accord. On a une question ensuite parce que tu parlais du fait que tu es obligé d'écouter avec une oreillette, ce que tu es en train de passer au niveau de ta présentation. Et donc cette personne demandait si tu t'imposes un rythme spécial parce que ça a l'air d'être un peu épuisant ce que tu fais, si tu as un minimum de réunions, quelque chose comme ça? Alors, très bonne question. Moi, non, parce que moi, je suis un ancien, je suis un vieux routier, donc ça va. Mais bon, évidemment que
évidemment qu'on fatigue un peu plus. Donc moi aussi, je suis comme mes camarades déficients visuels, c'est pareil. Je m'impose pas, je m'impose pas, mais par exemple, je vais plus fatiguer, mais je me l'impose pas parce que je suis comme tout le monde. Je veux pas, je veux travailler, je veux travailler comme les autres. J'ai pas envie de traitements différents, mais je suis plus fatigué, c'est sûr. Voilà. Donc, par exemple, ce que je vais m'autoriser, quand je vais avoir des déplacements complexes pour des rendez-vous, bah, de temps en temps, je prends un taxi, un Uber pour simplifier parce que je suis fatigué des transports. Par exemple, ça, je peux le faire. Euh, Si j'ai besoin d'aide, je peux demander aussi. Mais pareil, la demande, c'est très difficile de gérer la demande. Euh, Entre être à capacité de demander, parce qu'après tout, on est tous des frères humains et je veux dire, c'est pas grave si je demande à quelqu'un de m'aider sur un point ou pas, mais aussi à quel point je ne vais pas exagérer et mettre l'autre personne ou trop demander. Donc ça, il faut gérer aussi. Moi, je suis un expérimenté, donc je pense dire aujourd'hui, j'arrive à peu près à jauger un peu si je peux ou pas, mais c'est très difficile. Au début, moi, je n'aimais pas demander. Par exemple, je ne voulais rien demander à personne. Je voulais tout faire tout seul. Bon, maintenant, j'ai changé. Je sais que c'est bien de demander, et si on n'exagère pas, souvent, contrairement à ce qu'on croit, les gens sont plutôt sympas et ils ont toujours à cœur d'aider. Donc, bah, tout à l'heure, exemple, hein, j'ai dû demander là, Quentin m'a demandé de réduire un pop-up que je ne voyais pas à l'écran. Franchement, il n'était pas accessible avec le lecteur d'écran. J'ai demandé à ma collègue de me fermer le pop-up parce que ça gênait l'affichage. Moi, il ne me gênait pas parce que mon lecteur d'écran me donnait toutes les infos. Il ne me posait aucun problème. Mais par Mmh. contre, ça gênait pour vous. Vous aurez dû pu voir que 2 tiers de l'écran, c'était pas sympa. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. On a une question aussi en rapport de la proportion des aveugles qui sont braillistes. Est-ce que tu sais à peu près? Alors, j'ai pas de chiffre en tête. Malheureusement, elle est plutôt faible. Elle est plutôt faible, d'où parce que bah, le braille, c'est pas fun. On a du mal à le vendre. On n'est pas très bons commerciaux du braille. Et puis, alors, je disais tout à l'heure que c'était impératif pour la vie professionnelle. Pour la vie personnelle, on va pas forcer quelqu'un à apprendre le braille, et puis quelqu'un qui a 50 ans, qui n'a pas besoin, ou qui utilise l'ordinateur une fois par semaine, 2 heures par semaine. Moi-même, je ne vais pas lui dire, bon, bah, mets-toi au braille. Tu feras avec le vocal, et puis ça sera très bien. Donc, ça dépend des besoins. Donc, il y a peu de personnes, hein, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Je n'ai pas de chiffre en tête. Désolé. D'accord, ouais, merci. Alors ça a discuté dans le chat et ça a retrouvé la typo dont tu parlais qui s'appelle Luciole. Luciole, merci, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, ils ont cherché Bravo. et une personne ne comprend pas bien en quoi cette typo a quelque chose de supplémentaire. Est-ce qu'éventuellement tu as plus d'infos? Non. Mais je pourrais en avoir parce que j'ai des fans, et j'ai des collègues qui interviennent là sur la transcription. Dans l'équipe, j'ai oublié de parler de la transcription, très important. Donc, l'adaptation des supports pour qu'ils soient accessibles, soit en braille, soit en document numérique accessible. Un document Word accessible avec des titres, avec des descriptions d'images, tout ça. Et ben, oui, ils aiment bien la police Lucia, donc je le demanderai. Mais je sais que ça plaît. Certains aiment bien. D'accord. Ça a aussi discuté dans le chat des typos qui sont adaptés pour les personnes dyslexiques, donc c'est bien Exact. ça Ouais. ça dépend. Ouais. En général, il y a beaucoup de points communs entre les besoins des personnes dyslexiques et malvoyantes. Il y a beaucoup de choses qui aident les deux, il faut le savoir. Mmh. Ça marche. D'ailleurs, j'en profite, pour te poser la question, Najib, est-ce que tu serais d'accord pour partager tes slides après la présentation? Oui, avec tout le monde, c'est ça? Pas Oui, c'est sûr ça. Bah, comment. du coup, tu Bon, me les très bien, oui. enverras et puis je les transférerai directement. On les mettra à disposition sur le Discord de notre panique. Et comme ça, tout le monde pourra y accéder, ceux que ça intéresse en tout cas. Et peut-être que du coup, tu pourras aussi nous faire un retour sur cette police Luciole et je transmettrai. Génial. Ok, ça Ça marche. marche. Ok, super. Alors donc, sur les moyens de compensation, vous avez des téléagrandisseurs. Donc, vous avez des loupes électroniques et des téléagrandisseurs. Donc là, téléagrandisseur, c'est tout simple. Vous voyez là, c'est un plateau, je pose une feuille et ça grossit à l'écran, donc très pratique, notamment quand on travaille pour des documents papier. Là, c'est les loupes électroniques, donc c'est le même principe, sauf que c'est petit, c'est transportable, très utilisé. Toutes les personnes malvoyantes ont quasiment une loupe électronique, mais alors de petite taille, de moyenne taille, de grande taille, qui s'adaptent à leurs besoins, à ce qu'ils vont en faire. Mais en tout cas,
c'est l'outil de base de la compensation des personnes malvoyantes. C'est comme la canne blanche pour l'aveugle. Voilà, on est à peu près pareil. Le cadre légal d'accessibilité numérique, alors, donc la loi de 2005, hein, évidemment, 2019 avec les premières sanctions qui apparaissent, et puis sanctions renforcées avec l'ordonnance de 2023. Vous voyez, hein, l'augmentation des sanctions jusqu'à maintenant 50 000, jusqu'à 50 000 euros en plus de l'amende de 25 000 euros. Donc ça fait... Et puis là, on a également une évolution législative sur, pour les obligations d'accessibilité et donc, vous voyez les sanctions. Alors, c'est quoi? Les sanctions donc, pour les entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Voilà. 7 500 € d'amende et 1 500 € par produit. Ça, c'est pas mal, hein, par produit ou service. Donc, s'il y a 20 produits, 1 500 fois 20, c'est pas mal. Ça commence à être intéressant. Il faut voir comment ça va être appliqué. C'est suite, en fait, à la directive européenne sur l'accessibilité. Mais ça, vous êtes, je pense, au courant de ce sujet. Fonction publique, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, les soumises à l'accessibilité également. On a demandé aux universités, voilà, d'accueillir les personnes handicapées, tout ce qui est structure publique. Voilà, les organismes de droit privé délégataires de mission publique également. Mais tout fonctionne pas bien, hein, mais il y a quand même des évolutions. Toutes les universités, par exemple, ont des missions handicap, donc ça, c'est quand même bien. Il y a des choses qui bougent quand même. C'est mieux, on progresse. Et nous, on attend évidemment, on aimerait que ça progresse encore plus vite. Surtout les applications métiers. Vraiment, c'est le point noir. C'est-à-dire qu'il y a plein d'actions. Salesforce, par exemple, hein, je cite eux, parce que c'est vraiment, ils sont partout et c'est rarement accessible, donc c'est vraiment insupportable. Mais voilà, ces applications, c'est vraiment un frein métier, un frein pour les professionnels. Euh, Justement, tiens, alors, soit moins d'1% respecte l'accessibilité totale. Alors, c'est l'accessibilité totale des 106 critères, hein. Il y a 106 critères pour dire si un site est accessible ou pas. Il y a plein de sites qui sont partiellement accessibles, évidemment, heureusement, parce qu'on ne pourra rien faire. Donc là, c'est plus qu'1%, mais en tout cas, ça donne quand même une idée du paysage, quoi. Ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on a des sites publics du service public qui sont elles-mêmes déclarés pas conformes ou peu conformes. Voilà. Alors, l'accessibilité numérique, c'est, je ne sais pas si vous savez déjà, mais bon, vous irez plus loin dans les prochains ateliers proposés par de notre panique. Mais, pardon? Voilà, donc c'est quoi? C'est les contrastes peu élevés, hein, sur les sites, on en a parlé. Les champs de formulaire non étiquetés, ça veut dire quoi? Je me déplace avec mon lecteur d'écran, j'arrive sur champ d'addition et puis il n'est pas libellé. Donc là, bah, il dit édition et puis rien d'autre. Bon, bah, super, je suis bien, je sais que je peux écrire, mais comme je ne sais pas ce que c'est, bon, bah, ça ne m'avance pas. Chemin de navigation incohérent, donc je vais me perdre. Pas de hiérarchie dans les titres. Navigation clavier inexistante, donc voilà, tout ça, bon, ça, c'est pas bon pour nous. Ça, c'est. Voilà, d'autres éléments. Alors là, vous voyez deux images de ce qui est conforme et non conforme. Par exemple, les champs de formulaire, on en a un peu parlé. Pareil pour les boutons, les liens, tout ça, sur tout ce qui n'est pas étiqueté, hein. Si on entend lien avec un lecteur d'écran, on sait que c'est un lien, mais si on ne sait pas ce que c'est, si ce n'est pas labellisé, bah, ça ne nous sert à rien. Voilà. La hiérarchie, donc titre 1, titre 2, titre 3. J'avance vite parce que c'est le sujet vraiment typiquement accessibilité web. Les normes, bah, WCAG, ça c'est au niveau international. RGA avec les 106 critères, référentiel de général accessibilité des administrations. Donc là, 106 critères. Évidemment, si les 106 critères sont respectés, on est accessible. C'est quelque chose qui est devenu un peu une référence, le RGA français. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut que voilà, faut que les développeurs web s'en emparent. Voilà, donc j'en ai fini. On a dépassé un peu le temps, mais je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. N'hésitez pas.
Merci beaucoup, Najib. Oui, je pense que tu es passé vite sur pas mal d'aspects très liés à l'accessibilité numérique et on pourra du coup y revenir C'est assez ça. largement. Je vais peut-être Mm. revenir, voilà. J'ai donné les Moi, bases, quoi, hein, ces il y a un critères. point qu'on avait évoqué la dernière fois qui m'avait particulièrement interpellé et que là, on a passé assez vite et j'aimerais bien qu'on y revienne parce que je pense que ton retour d'expérience sur ça est hyper intéressant. C'est sur les débuts enfin les débuts dans la déficience visuelle pour une personne qui devient déficient visuel. Mmh. À quel point en fait, on se rend pas forcément compte, mais finalement cette personne, tu me dis si je me trompe, mais cette personne, elle apprend son diagnostic par exemple, après un accident ou je sais pas quoi, elle a une perte de vision, et finalement elle a le diagnostic qui lui dit: «Voilà votre vision est à, je sais pas quoi, 4/10 ou j'en sais rien», et en fait c'est: au revoir monsieur, au revoir madame, rentrez chez vous». Et finalement, ils n'ont pas une vision très précise et enfin, de vraiment l'étendue de leur vision. Tu parlais tout à l'heure des fois d'acuité, de champ visuel, etc. Et ça, finalement, c'est des assos comme la VH qui vont aider derrière à finalement la personne déficiente visuelle à devenir un peu experte de sa propre déficience. Je sais pas comment il faudrait le dire, mais C'est exactement ça. Moi, c'est l'expression que j'emploie. Être expert. Je demande, moi, vraiment, je demande à toutes les personnes qui viennent, qui sont accompagnées, l'objectif, c'est qu'elles deviennent expertes de leur situation visuelle. Déjà, personne, hormis eux, aura la connaissance parfaite de leur situation et de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Même moi, je ne vais pas me permettre de dire, alors, évidemment, j'ai une expérience, donc je vais pouvoir le mettre, l'aiguiller, lui donner des pistes, des orientations, lui faire des tests, des évaluations, lui apprendre des choses. Mais à la fin, c'est lui qui va savoir, ben ça marche bien pour moi. Ça marche moins bien, pardon. Donc, effectivement, ça c'est, et souvent, la difficulté quand les déficients visuels sont confrontés à un soin médical fait par les ophtalmos, que c'est très bien, c'est nécessaire. Mais ensuite, effectivement, il faut être accompagné par des structures spécialisées qui vont aider à comprendre tout ça. Donc, ça va être les orthoptistes, hein, c'est une bonne rentrée. Les orthoptistes basse vision, c'est un bon début. Des opticiens spécialisés basse vision, c'est un bon début. Mais après, il y a les structures qui vont effectivement aider pour cet accompagnement, pour comprendre. Parce que les personnes qu'on a aujourd'hui, qu'on reçoit, souvent, elles ne connaissent pas ce qui existe en termes de compensation. Elles ne connaissent pas les possibilités et capacités. Et donc, elles ne peuvent pas avoir, les perspectives peuvent être minimes, tristes, pessimistes. Et donc, alors que là, le fait de connaître, de savoir qu'il y a des possibilités, qu'il y a d'autres personnes qui s'en sortent, qu'il y a des choses à faire, c'est quand même une autre perspective. C'est-à-dire, on se dit, bon, c'est bon, c'est pas la fin du monde, même si j'ai ces problèmes-là, et c'est bien dommage, et ben, je vais quand même pouvoir m'en sortir, je vais apprendre à faire autrement. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, donc pourquoi pas moi, etc. Et on rencontre, alors les personnes qui rentrent notamment en CFRP en tant qu'étudiantes ici, eh ben, ça les encourage énormément au départ de croiser des personnes qui connaissent les mêmes difficultés. C'est aussi le partage d'expériences, l'échange, etc. Donc ça, c'est très, très utile et effectivement important. Et les associations comme nous, c'est ce qu'elles permettent, hein, c'est ce que permet et puis elles permettent aussi un accompagnement social parce que c'est très lourd. Il faut être reconnu handicapé, ça veut dire passer par les MDPH, les maisons départementales, chaque département a une maison départementale des personnes handicapées qui va reconnaître les droits, donc la reconnaissance de qualité de travail handicapé, qui va donner droit à des aides si c'est possible, qui va permettre le financement des aides appropriées. Ensuite, il y a les financeurs d'aides, donc la GFIP, qui est le financeur privé, qui est financé sur les contributions, donc ce qu'on appelle, on pourrait appeler autrement un monde, qui sont payés parce qu'on n'embauche pas assez de déficients visuels, ou le FIP, FIPHFP, qui s'occupe de l'emploi des personnes handicapées dans le public. Voilà. Et donc, nous, on va intervenir comme organisme, par exemple, on intervient sur des prestations d'accompagnement, qu'on appelle appui spécifique, où on va aider la personne visuelle, on va être mandaté par le médecin du travail, l'employeur ou France Travail, et on va aider la personne qui est en déficience visuelle à aménager son poste de travail, se former sur les outils de compensation, etc., etc. Donc, oui, effectivement, il faut un accompagnement pluridisciplinaire et autre que le médical pour trouver des solutions. Sinon, on est face à soi-même et au début, c'est trop compliqué, il y a trop de choses différentes, c'est pas possible. En fait. Ouais. C'est super intéressant parce que je sais que nous, en tant que designers ou d'experts de l'accessibilité numérique, on va parfois avoir des réunions, des échanges où on va se dire, OK, par quoi il faut commencer? Est-ce qu'il faut faire l'accessibilité au début ou à la fin? Oh là là, mais l'accessibilité,
c'est des contraintes, pour moi, je vais pouvoir moins exprimer, ma patte graphique, si je respecte, et cetera, avec les contrastes et tout ça. C'est des Oui, discours qu'on entend, au quotidien et oui, ce que j'aime vous avez bien raison. et c'est vraiment le but de ces aussi de cet échange avec toi aujourd'hui. C'est de se dire qu'en fait, surtout qu'au-delà de ça, c'est surtout qu'en tant que designer, et de professionnel digital, on a quand même une responsabilité vis-à-vis, des personnes déficients visuels et notamment aussi vis-à-vis des nouveaux déficients visuels qui, du coup, sont déjà en grande difficulté, sans doute, psychologique, et à réussir à apprivoiser finalement leurs nouvelles conditions, alors que enfin, qui ont déjà toutes ces difficultés-là et qui, en plus, du coup, se retrouvent parfois devant des sites, complètement inaccessibles ou autres. Alors que finalement, on pourrait, peut-être, prendre un peu moins de faut se poser, nous, un peu moins de questions et essayer de leur faciliter un peu plus la vie. Mmh, tout à fait. On a une question relative aux aides dont tu viens de parler. Est-ce que toutes ces aides d'accessibilité fonctionnent aussi pour les applications mobiles? Alors, les applications mobiles, l'idée est la même. C'est-à-dire qu'on a des lecteurs d'écran natifs, hein, j'ai cité tout à l'heure des logiciels de grossissement qui sont bien, mais effectivement, il peut y avoir des applications complètement inaccessibles et des applications accessibles. Donc, il y a, je citerai un site qui s'appelle Auxitude, c'est un site, qui est pas attaché à une association particulière, où à l'AVH, on a le CERTAM, donc CERTAM, qui est le service d'accessibilité, qui fait des tests régulièrement d'applications, de sites ou surtout d'applications. Et en fait, on a des applications accessibles, d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Donc, si elles ne le sont pas avec un lecteur d'écran, c'est-à-dire que la personne ne peut pas l'utiliser. C'est ce qui arrive pour beaucoup. Par contre, on a aussi il y a beaucoup d'applications qui sont très aidantes, qui sont spécialisées pour l'aide des déficients visuels. On a déjà toutes les fonctions natives, hein, lecteur d'écran, grossissement. On a des loupes maintenant intégrées qui sont de mieux en mieux. On a, donc ça, c'est le natif. Et puis en plus, on a des applications qui permettent de lire des feuilles papier, de numériser, de prendre des photos avec une accessibilité, avec en plus avec l'intelligence artificielle, il y a des choses intéressantes. On a une application, par exemple, en ce moment la plus intéressante, s'appelle Be My Eyes. C'est une application où il va y avoir des bénévoles que je peux appeler à n'importe quel moment pour avoir une aide sur, tiens, je viens de faire tomber une pièce, est-ce que vous pouvez m'aider avec la caméra du téléphone, il va nous aider. Mais dans la même application, en plus de l'aide humaine, je vais avoir une aide en prenant une photo et l'intelligence artificielle va décrire complètement le cadre. Et donc, ça va nous aider à trouver des éléments, etc., etc. OK. Donc, c'est génial ça, hein. Puis on a Seeing Microsoft qui est super, qui va aussi nous aider, pareil, pour lire du texte, savoir la valeur d'un billet si on n'arrive pas à savoir, etc. Donc, il y a plein de choses géniales. Et puis, il y a des applications qui ne sont pas accessibles, et ça qui, malheureusement, ça nous sort du champ. Ça peut arriver souvent. C'est bien dommage. On a une autre question de Antoine, sur les décrets de la transcription de la loi européenne. Il demandait si c'était déjà sorti ou si c'était en cours de préparation, cette loi? Est-ce que tu sais? Peut-être Quentin, tu as les dates ou pas toi? Je crois que c'est déjà sorti, hein. C'est juste il y a un délai de mise en conformité, c'est ça? Non, là, j'ai pas, je ne sais plus. OK. Bon, on n'a pas les détails, mais en tout cas, c'est sûr que normalement, je crois à partir de 2025, ça sera applicable. Je pense que c'est sorti, hein. Ouais, si vous avez la Les lois réponse là sont d'ailleurs, sorties. si quelqu'un a Mmh. la réponse là dans le chat, n'hésitez Oui, pas à nous tout à dire. fait. C'est vraiment la réponse. Oui, c'est bien, on parle des nouvelles, avec les nouvelles sanctions et tout ça, c'est de la loi, la retranscription en droit français de la directive européenne et qui implique les nouvelles sanctions. C'est ça. Ok. On va avoir la réponse, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une personne qui dit que ça sortira en juin 2025. Oui, oui. Oui, c'est ça, effectivement. Mmh.
Hem et concernant du coup le sujet plus spécifique, de l'accessibilité, numérique, Najib, toi qui échanges aussi beaucoup avec Grégory dont c'est la spécialité, heu, Grégory Gonzalez, hein, qui s'occupe du Ouais. pôle accessibilité numérique, hein, c'est ça à l'AVH? Oui, c'est ça, responsable informatique et puis ouais, qui est très très bon en accessibilité. Ouais. Est-ce que du coup, sur ce pan-là en particulier, toi tu aurais des recos particulières ou des retours en tout cas du terrain? Qu'est-ce qui finalement, devrait, nous obséder, nous, qui concevons des services et des applications, numériques, heu, pour les rendre plus accessibles, aux personnes, malvoyantes ou Les déficientaires? couleurs, vraiment les couleurs, en tout cas, ou la possibilité de régler les couleurs, parce que si vous voulez faire un truc super design, bah, au moins pensez à mettre des réglages simples et faciles à trouver pour les couleurs. Donc, je dirais première chose, les couleurs. Et puis, ça intéresse tout le monde. En fait, en France, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de vue de plus en plus, et puis on est âgé, plus on en a. Donc, je trouve que là, voilà, je dirais les couleurs, les contrastes, les couleurs. Ensuite, je dirais euh, la labellisation, ne pas envoyer des boutons avec des labellisations graphiques. Vraiment, ça, c'est très, très compliqué pour nous. Euh, Si possible, tester qu'un NVDA, c'est gratuit, c'est un lecteur d'écran. Bah, si possible, tester, quoi. Tout simplement, avec tab, avec tabulation, majuscule tabulation, les flèches. Est-ce que c'est accessible? Labelliser les champs d'édition, décrire les images, bien hiérarchiser son site web, pas envoyer des trucs comme ça, tout est de titre 1, alors qu'on voit bien qu'il y a des choses plus importantes ou pas. Donc, déjà, si on respecte ça, franchement, ce sera une bonne chose. Au moins, alors s'il n'est pas conforme à 100% sur les critères RGA, au moins qu'il soit accessible dans l'utilisation. Et c'est déjà bien. Ça n'exclut pas les utilisateurs déficients visuels. Ça, c'est bien. Moi, je pense que c'est ça qui peut être intéressant. D'accord, OK, ça marche. Alors, on a 2 nouvelles questions dans le chat. La première, c'est: est-ce qu'il y a dans les textes, certaines choses qui sont plus ou moins bien vocalisées? La personne prend par exemple les points médians. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il veut dire par point médian? Je n'ai pas bien compris. Le point médian, c'est, par exemple, pour inclure le féminin dans le tous et toutes, on va l'écrire en un seul mot avec un point médian pour ajouter Ok. ES à la fin. ES, d'accord, l'écriture inclusive. Euh, oui, c'est pas évident. C'est pas avec la synthèse vocale, oui. Mais oui, non, c'est pas simple. C'est un peu plus compliqué. Ouais. OK. On a une question par rapport aux interfaces que tu trouves à l'extérieur, donc tout ce qui va être, tablette tactile pour, commander, à manger dans les restaurants Mm. fast-food ou, les bornes pour prendre un ticket de train, les livres d'or des musées. Heu, est-ce que tu as des bonnes pratiques ou alors des exemples de réussite à nous partager? Ouais. Pour la SNCF, alors c'est déjà l'application SNCF Connect qui est bien, qui marche bien, en tout cas, il y a vraiment une préoccupation sur l'accessibilité. Alors, elle est pas mal critiquée par les déficients visuels, parce que des fois, ils déconnent un peu, mais quand même, c'est pris en compte et c'est traité, donc c'est quand même bien. Voilà, donc ça, c'est bien, c'est une bonne pratique. Il y a des gens qui sont embauchés pour ça, qui essaient de faire le boulot. Moi, je trouve ça plutôt positif, c'est bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique. L'utilisation extérieure des écrans, honnêtement, sur les DAB, c'est pas mal parce que sur souvent les distributeurs d'argent, vous avez une possibilité de mettre un casque et là, c'est vocalisé. L'écran est coupé, c'est vocalisé. C'est une bonne solution. Au contrario, des nouveaux terminaux de paiement qui sont, si vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'en voir, complètement tactiles. Donc ça, vraiment, là, c'est incompréhensible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mystérieux, là, c'est retour en arrière total. Donc, bah, soit vous avez Apple Pay ou enfin, sur Android, je ne sais plus si c'est enfin, l'équivalent Google Pay, euh, ou soit il faut demander au gars qui vous encaisse de taper votre code. C'est vraiment très, très, très gênant, quoi. Alors, il paraît que les constructeurs de boîtiers donnent des dispositifs pour adapter une sorte de cache-clavier avec des numéros. Enfin, mais je sais pas, c'est assez étonnant, surprenant.
Mais en tout cas, voilà, donc les bonnes pratiques, moi, je dirais, c'est quand il y a possibilité de mettre un casque et d'avoir une vocalisation. C'est ce qui se fait de mieux. On n'a pas ça dans les restaurants où on commande par tablette. Après, dans les restaurants, où vous parlez peut-être tous les endroits où sur les tables, il y a des QR codes. Il y a quand même possibilité de saisir avec l'appareil photo le QR code. Et là, du coup, c'est le lecteur d'écran du téléphone qui prend le relais. Et du coup, il peut nous lire des choses. Donc, c'est pas mal, en fait. C'est bien parce que on n'aura pas accès de la même façon à un menu papier. Donc, c'est plutôt mieux pour nous. Donc, je dirais que le QR code, c'est plutôt bien. Ça marche bien le QR code. Si derrière le QR code, c'est un texte et tout ça. Si derrière, c'est une image, on pourra rien faire. Mais c'est plutôt une bonne chose, le QR code, pour nous. Mmh. Donc on a un petit débat sur l'écriture inclusive et le point médian. Ah oui, oui, je suis pas un spécialiste en plus. Mmh. Ouais, le point médian fait partie de l'écriture inclusive, mais n'est pas l'écriture inclusive, donc OK, une précision. c'est un vaste sujet. OK. Quentin, par rapport à l'heure qui avance, s'il y a une dernière question, peut-être on peut la prendre et clôturer? Oui, je pense que là, on arrive au bout des questions aussi. Donc, effectivement, on parle de points médians là dans les questions. On rappelle aussi qu'il y a des auditeurs hein, en accessibilité numérique qui sont des professionnels de l'accessibilité numérique et qui sont là pour justement faire des états des lieux de où on en est. Voilà. Après, c'est vrai que l'option qui consiste à dire que tout le monde doit s'emparer de l'accessibilité numérique et pas forcément attendre qu'on ait des auditeurs qui viennent est aussi une bonne chose, bien sûr, c'est l'affaire de tous. L'accessibilité numérique, tous à notre niveau. Euh, mais voilà, ça existe. Et effectivement, euh, il y a une dernière question peut-être d'Antoine qui veut savoir s'il y avait d'autres. Tu peux préciser ce que tu appelles d'autres cas du même style, Antoine, s'il te plaît? À inclure dans nos textes. Tu veux dire des bonnes pratiques d'écriture inclusive, c'est ça? Et après, je suis désolé, Antoine, mais on a du mal à suivre tes questions. Tu fasses des phrases complètes. Est-ce que quand tu mets de bonnes ou mauvaises références de site web, tu fais référence à quoi en fait? C'est une autre question, c'est la même question? Voilà, donc on a une dernière question d'Antoine qui va peut-être arriver d'ici quelques secondes et je pense qu'après on pourra conclure tranquillement ce webinaire. Bon, je crois qu'on n'aura pas la question d'Antoine. Bon, bah, on va donner la conclusion. Si par miracle la question arrive, on pourra la poser. Ouais, Antoine, si tu veux poser en tout cas une dernière question, n'hésite pas à l'écrire en toutes lettres dans une vraie phrase et avec le début, le milieu et la fin au même endroit. Comme ça, on pourra la redire directement pour Najib. Euh, là, j'ai du mal. Donc voilà, donc en conclusion, en tout cas, l'association Valentin AI est donc experte dans l'accompagnement de personnes déficientes visuelles, et je te laisserai aussi conclure bien sûr Najib juste après, qui est notre partenaire chez Donut Panic pour faire des formations en accessibilité numérique, formations immersives parce que on propose la rencontre entre des personnes déficientes visuelles et des experts de la déficience visuelle comme Najib aujourd'hui pour nous expliquer ce que c'est vraiment que l'accessibilité vécue par des êtres humains qui, eux, vivent ça au quotidien. Parce que c'est vrai qu'on constate souvent que des grandes questions d'accessibilité, notamment chez les designers, mais pas uniquement. On rencontre plein de gens qui n'ont pas de déficience visuelle, qui se retrouvent entre eux pour discuter des meilleures façons de pallier à la déficience visuelle. C'est super bien, mais ça serait bien aussi parfois qu'on laisse peut-être un peu plus de place aux gens qui sont directement concernés. Donc c'est notre volonté en tout cas nous, chez Donut Panic. Ouais, merci Quentin de nous avoir donné la possibilité de parler de ce sujet. Merci à toutes et à tous d'être venus et d'avoir posé des questions. Merci pour l'échange. Donc effectivement, on sera heureux de toujours accompagner ces démarches vers plus d'accessibilité. Et, euh, et puis voilà, on est situé à Paris, donc l'association Valentin vous remercie aussi de cette écoute attentive. Et puis merci pour ce que vous faites pour toutes les personnes en situation de handicap plus globalement. C'est super.
Ça marche. Et on essaiera de reprévoir en 2024 une nouvelle visite. On viendra vous revoir à l'AVH pour les gens qui auraient envie de se déplacer à Paris pour venir découvrir ce lieu hors du commun qu'est l'association Valentin AI, le CFRP, en tout cas le centre de formation à Paris dans le 5e arrondissement.